Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Bonjour messieurs, 8h19, les décodeurs. Bonjour Rafid Boutaleb, analyste géopolitique. Bonjour Franck. Bonjour, comment ça va ? Ouais, ça va très bien. Ça va, le Par 10 petit, degrés. le petit café est bon ? Oui, il est Ok. bon. Ouais. Mohamed Douyeb, journaliste, fondateur de L'Homme Média et communicant. Pas de café ? Si, il est là, juste caché. D'accord. Ouais. Non, Je fais attention à la caméra, comme ça, il n'y a pas de. Hein, Ouais, je n'est-ce pensais que pas vous étiez thé le matin. Vous. Oh, bah, quand même. Ah, je sais pas. Pas encore, en tout cas. Je voyais. Ouais, tu vois un peu le. Ouais, je voyais Le design du jour. Douyeb en thé et Le style du jour. en café. Alors, tout à l'heure, on va parler de... Alors, on a notre sujet, on a commencé le décompte vendredi dernier à -10, et puis là, on est à -5, Cannes 2025, jour J, -5. Je suis sûr que le sujet vous a plu, à tous les deux. Quand le sport devient un enjeu stratégique, on va parler de soft power et d'influence. Ça, c'est important quand même. Et c'est un sujet sur lequel on a plein de choses à dire. Mais tout de suite, vous savez que cette émission est pleine de surprises. Alors tout à l'heure, on ira dans la deuxième partie, on fera le tour du monde, puisque Rafid Boutaleb est là, et on a l'habitude de parler d'international quand vous êtes là. Oui. Donc on ira tout à l'heure en Australie, au Chili, au Bénin. Oui. Ok, mais tout de suite, je voulais vous parler d'un rapport du HCP qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et selon ce rapport, plus de 5 millions de personnes âgées de 60 ans et plus vivent aujourd'hui dans leur royaume, soit 13,8% de la population, contre à peine 7% en 1960. À l'horizon 2050, les seniors pourraient représenter près d'un quart des Marocains, devenant plus nombreux que les moins de 15 ans. Ce vieillissement rapide s'explique par une fécondité en forte baisse, désormais sous le seuil de remplacement, et par une hausse continue de l'espérance de vie. Il redéfinit en profondeur les équilibres sociaux, économiques et familiaux du pays. Quel est votre commentaire là-dessus, justement ? Est-ce que le Maroc peut s'appuyer sur la solidarité familiale face au vieillissement accéléré, ou faut-il repenser en profondeur le modèle de protection sociale pour les personnes âgées si la population continue à vieillir ? Ouais. Je vous pose un problème là. Bah oui. Dès 8h21. Non, mais c'est juste pour ce déséquilibre, c'était prévisible. Hein. Je pense qu'on n'est pas. Non, mais on passe d'un pays où on met en avant notre jeunesse en disant regardez, on est un pays avec une jeunesse qui est on va dire nombreuse, et puis on est en train d'apprendre que on a une population qui est en train de vieillir. Donc c'est un changement de cap quand même, pour les 20 ans à venir. Plus que pour les 20 ans à venir, je dirais, ça déséquilibre toute l'approche des politiques publiques à venir. C'est que, comme tu le disais, sur la partie jeune, on disait que le pays allait vraiment profiter. Ce qu'on appelait cette parenthèse où il y avait cette explosion d'une jeunesse qui ne pouvait que demander à être à être absorbée dans le sens emploi, dans le sens prise de décision, mais tout ça à faire partie du game pour être un peu dans ce langage. Mais là, toutes les analyses, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce rendez-vous a été manqué. Donc du coup, les jeunes se retrouvent un petit peu en dehors un petit peu du... Les NEET, chômage... la génération Z, l'immigration, donc tout ça. Donc on a quand même une vingtaine ou 25 ans où on tablait sur le fait que ces jeunes allaient être vraiment dans le comme tu le dis bien, dans le jeu, mais là ce n'est plus le cas. Et on se retrouve en face avec une montée, bien évidemment, de ce que le HCP confirme, parce que c'était prévisible. Là, c'était pas une grande découverte, mais là, on se retrouve avec un autre problème beaucoup plus délicat à gérer. Et on a, sur le plan politique en tout cas, on n'a pas la moindre, à part la réforme des retraites, qui est un sujet politique tellement incendiaire, mais à part ça, on n'a aucune, ne serait-ce que les prémices d'une réflexion réflexion politique par rapport à la gestion de ce nouveau cap-là, démographique, qui nous désoriente un petit peu, et qui demande une autre façon de faire. Ouais, actuellement, il y a 20% des seniors qui bénéficient d'une pension de retraite. Tout le reste, c'est la solidarité familiale.
dans un contexte où le système de retraite étant je dirais, en tout cas les rapports, depuis une vingtaine d'années, on dit que ces caisses-là demandent une réforme profonde, mais qui va assumer cette réforme profonde? Mais c'est vrai que le Maroc, on a été surpris par la rapidité de la transition démographique. Peu s'attendaient à des résultats aussi réussis. On est, c'est vrai, passé par des stades de fécondité qui seraient aujourd'hui, au vu d'aujourd'hui, ceux parmi les plus élevés au monde dans les années 60-50, à un taux d'accroissement naturel parmi les plus faibles d'Afrique, presque un peu plus que la France, qui est un pays qui a entamé sa transition démographique il y a déjà 2 siècles. Nous, la nôtre, elle remonte à 50-60 ans, des années 60, ça a commencé. Aujourd'hui, le taux d'accroissement naturel, il est de 0,8%. C'est-à-dire, on ne progresse plus que de 0,8%. Si on prend un exemple du pays voisin qui est l'Algérie, c'est plus que le double. Et donc, si là-dessus, je l'avais dit une fois ici dans une émission avec toi d'ailleurs, Franck, si le Maroc avait suivi la même trajectoire que celle de l'Algérie, par exemple, depuis 1960, et sachant que ce sont 2 sociétés quand même assez proches, on est dans les traditions, la culture, la culture, l'identité, la religion. Et donc, si on avait suivi la même trajectoire que l'Algérie, on aurait été aujourd'hui 55 millions d'habitants. Vous imaginez, ça veut dire en lieu et place de 37. Ça veut dire 18 millions d'habitants en plus. Vous imaginez le cauchemar à gérer 18 millions, alors qu'on est déjà aujourd'hui à 37 millions, très en difficulté. Oui, et d'ailleurs, puisque vous parlez de l'Algérie, mais qu'est-ce que l'Algérie a fait de sa jeunesse, en fait? Oui, alors par exemple, voilà, l'Algérie qui aujourd'hui sont presque 50 millions d'habitants. Pourquoi je dis 55 millions? Parce qu'en 1960, il y avait 11 millions et demi de Marocains pour 10 millions d'Algériens. Donc il faut faire on fait fois 1,5, et donc là on tombe sur le chiffre de 48 millions d'Algériens fois 1,5, on tombe sur à peu près 55 millions. Donc fois 1,15. Désolé, les mathématiques de bon matin. Et donc prenez vos calculettes. Et donc effectivement l'Algérie, cette jeunesse algérienne, aujourd'hui on voit qu'elle paye le prix, on va revenir de ce non-Maghreb malheureusement, du manque d'intégration, de l'idéologie qui a primé sur le pragmatisme économique. Mais pour revenir stricto sensus à la démographie, le Maroc et la Tunisie ont eu cette sagesse de conduire des transitions démographiques très tôt. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, ce sont des États assez anciens dans la région, donc la culture de l'État de la planification existe depuis toujours, et donc ils ont eu cette sagesse de conduire la transition démographique, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, vous savez, à Casablanca, d'après le HCP, le recensement de 2024, les centres-villes de Casablanca, de Rabat, de Marrakech, etc., on observe un vieillissement de la population. Carrément, je vous parle des communes centrales. Oui. Alors, la question que je me posais ce matin, compte tenu en plus de l'actualité en Europe, c'est est-ce qu'il faudra agir sur les âges de la retraite aussi au Maroc? Dis donc, ça, qui aurait Je pense que c'est une option qui peut être aussi envisageable, mais après, est-ce qu'elle correspond à une certaine parce qu'on a vu, de toute façon, est-ce que voilà, par exemple, on pourra dire, oui, mais on peut demander aux Marocains de travailler un peu plus tard. C'est ça que je veux dire. Demander à des fonctionnaires de Rabat de travailler plus tard dans des ministères où ils ont passé 30 ans. Vous allez voir avec moi, je sais pas si c'est une bonne je sais pas si ça va être acceptable, il faut voir le contexte dans lequel de telle option va être. Que je pose il faut voir dans quel contexte on peut poser de telle option. Bon, si vous voulez, je la poserai moi. C'est pas grave. Oui, mais si vous voulez pas la poser, ce que vous venez maintenant. Non, mais c'est quand même une réforme politique là, ça a déjà été réformé, ça a déjà été rallongé, je crois. Il y a eu plus de 10 ans, je pense. 63 ans. Mais c'était quand même c'était pas quelque chose d'assez. Dès qu'on touche à ce genre de sujet, vous savez vous avez toutes les voix qui s'élèvent, tous les syndicats, même ceux qui sont même pas consacrés oui. Il faut pas oublier que le mouvement syndical marocain est inspiré de celui en France, donc il y a des réflexes. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, et pas qu'en France d'ailleurs. D'ailleurs, parce qu'on constate quand même que c'est pas,
que c'est pas parce que des gens partent à la retraite que des jeunes arrivent dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce n'est pas automatique. Ces vases communicants n'existent pas forcément, quoi. Il n'y a pas du. Vous savez, les chiffres de création d'emplois vous donnent une idée. Aujourd'hui, tout on se rappelle ce gouvernement qui avait tablé sur quoi, sur 1 million sur son mandat. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a toutes. Voilà. Donc aujourd'hui, vu aujourd'hui le niveau de création d'emplois, ça vous renseigne, ça vous donne une réponse. Il n'y a pas de remplacement automatique, il n'y a pas un fonctionnaire un autre qui remplace. Non, on est loin de cette mécanique-là. Merci d'avoir commencé les décodeurs avec cette nouvelle. Oui, rapidement. C'est que le ralentissement de la croissance démographique est une bonne nouvelle. Carrément, voilà. Oui, évidemment. Vous lâchez cette bombe comme ça, juste avant la pub. Non, mais on atteint un plateau. 40 millions, je pense que c'est largement suffisant pour le Maroc. À suivre les informations avec Karim Droné. Opinion, le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Et les décodeurs du jour sont... J'ouvre l'enveloppe. Je commence à applaudir ou pas? J'ouvre l'enveloppe. Hafid Boutaleb, analyste géopolitique et Mohamed Douyeb, journaliste, fondateur de Le Média et communicant. Il adore ça. Il adore dire communicant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Non, communicant, c'est quelqu'un qui communique. Voilà. Qui sait comment communiquer. Voilà. C'est important. C'est important. On essaye, en tout cas. Très important. Cannes 2025, jour J-5, quand le sport devient un enjeu stratégique. À 5 jours du coup d'envoi de la Cannes 2025, le Maroc ne joue pas seulement un tournoi de foot. En tant que pays hôte, il engage bien davantage que ses stades et son organisation. Il met en scène son image, sa crédibilité, son influence sur le continent africain et bien au-delà. À accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, c'est exercer une forme de soft power, projeter un récit national, affirmer une capacité à rassembler, à organiser et à sécuriser un événement d'envergure internationale. C'est pas beau, ça? Oui. Oui. Alors, quel type de soft power je pense qu'Hafid Boutaleb, vous êtes un grand spécialiste de soft power. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un mot qui... Je ne sais pas s'il y a des spécialistes de soft power. Oui, il peut y en avoir. On peut en avoir, oui. C'est un mot, mais attendez, soft power... C'est Joseph Nye. C'est un mot à la mode. C'est Joseph Nye qui vient de décéder en 2025. Voilà. Quel type... Pour la culture générale, vas-y Hafid, pour la culture générale, comme ça. Culture générale, donc, ce monsieur... Oui, Joseph Nye. Oui, c'est ça. Qui est décédé en 2025, qui est le concepteur de la notion de soft power, c'est-à-dire la capacité... Voilà. En plus, il va nous définir le soft power, qui n'est pas un nom de manga. Donc, non, pas du tout. C'est la capacité d'une nation à pouvoir rayonner à l'extérieur de ses frontières, par des moyens autres que ceux qui sont du hard power, c'est-à-dire le militaire, le renseignement et ainsi de suite. Donc le soft power, ça sous-entend une capacité à séduire, à ravir les cœurs par le cinéma, par le marketing, par le sport, par beaucoup de choses. Oui, mais attendez. Justement, ma question. Quel type de soft power, justement, le Maroc active-t-il habituellement? C'est quoi le soft power préféré de notre pays? Je vais dire que depuis quelques décennies, c'est d'abord cette diplomatie religieuse. Parce que la diplomatie classique, elle fait pas partie vraiment au sens proprement terme du soft power, mais la diplomatie religieuse qu'a fait le Maroc, c'est-à-dire proposer à un certain nombre de pays qui ont accepté, et cela fonctionne, de faire de la formation des imams pour pouvoir leur communiquer pas mal l'interprétation des scholars, des grands penseurs malékites marocains. Donc soft power number one. Oui, je dirais que c'était plutôt ça. Oui. Alors, je sais que Franck, il adore être toujours dans l'actu et quand même intéressant, une certaine sortie récente, il y a une semaine, 10 jours, parce qu'il y avait un grand événement à Fès qui abritait un grand forum de ulama africains sous la supervision du Maroc. C'est un grand forum où il y a tous les représentants d'Afrique et quand même déclaration intéressante du ministre des Habous et des affaires islamiques marocain qui dit dans son speech d'ouverture: vous savez, il y a certains amis qui me parlent de la diplomatie religieuse du Maroc. Alors, moi, je prends ça avec beaucoup d'intérêt, mais vous savez, en matière religieuse, le Maroc n'attend rien du tout. Il n'y a pas de diplomatie.
religieuse, mais il y a juste un intérêt parce qu'il y a la religion qui nous réunit. Et donc, le Maroc, quand il entreprend ce genre de relations où s'apparente à la diplomatie, le Maroc n'attend rien. Il aide, il sensibilise, il le recadre, il forme, mais il n'y a pas, si tu veux, une attente. Je voulais juste marquer, vu que tu parlais de ça, bien évidemment cela, non, mais en tout cas de la part quand même d'un ministre depuis 20 ans dans un département aussi sensible, dire cela, c'est que voilà, c'est l'approche un peu diplomatique du Maroc. C'est intéressant, je trouve quand même qu'il le dit de cette façon devant quand même un parterre de ulama et de spécialistes, d'experts. Oui, intéressant. C'est vrai que le concept de soft power sous-entend qu'on attend d'un retour. Exactement. L'exemple type du soft power, c'est Hollywood. C'est-à-dire qu'à la place de la bombe nucléaire et des GIs, on envoie des films et les gens sont tout de suite séduits par l'idée de l'Amérique. Et donc, effectivement, à côté, ce qu'on attend, c'est que ces gens, une fois en sortant de ce film, consomment américain, des boissons américaines. Un autre soft power du Maroc. Le sport. Le sport. Le foot. Le foot. Plus particulièrement. L'athlétisme, quand même, à un certain moment. Le tennis aussi. Oui, mais il a perdu de son aura. L'athlétisme, oui. À une époque, oui. Et c'est vraiment déjà 25 ans, 30 ans. Mais ça fait longtemps. Les deux médailles d'or de 84, c'est la première nation africaine, je pense. Oui. Mais à une époque, d'ailleurs, où l'athlétisme était beaucoup plus médiatisé que maintenant. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque où le Maroc était sur le podium, l'athlétisme était médiatisé, on pouvait suivre des championnats du monde, les directs, des grands meetings, etc., les Jeux Olympiques évidemment. Mais voilà, donc mais c'est fini ça. C'est fini malheureusement, parce qu'on l'a vu quand même. C'est fini. Les derniers Jeux Olympiques à Paris, on n'était pas parmi les premières nations d'Afrique. Oui, alors le soft power, le foot. Oui, le foot, là-dessus, c'est vrai que... Et puis, il y a un héritage, Hassan II, je pense que c'est lui qui a un petit peu donné, c'est là, mais là, il y a avec le nouveau règne, il y a eu une nouvelle étape, mais le football, quand on voit le règne de Hassan II, il y a des séquences, des images, des photos, vous les voyez, là, ça vous donne un centre dans le développement, mais ce que le foot était un élément central en matière de politique, aussi bien sur le plan économique, social ou culturel, le foot était quelque chose d'important. Et quand on voit d'où on vient et là où nous sommes, c'est quand même c'est là où je reviens. Là, on a pris une décision de dire que le football va être un levier clé de notre soft power. Moi, c'est une séquence qui me vient à l'esprit. Et c'est là où ça le couronnement. C'est quand vous avez le roi qui annonce lui-même le fait que le Maroc va co-organiser avec l'Espagne, Portugal. Là, on est sur un autre palier, quoi. Là, on voit un peu en termes stratégiques et géopolitiques ce que ça représente. Ce n'est pas la FIFA qui l'annonce, mais c'est le chef d'État qui l'annonce au nom des autres pays avant que la FIFA Donc, on est vraiment dans cette séquence-là qui est. Ce soft power, il fonctionne. Hakimi, Regragui, l'équipe marocaine. Je dirais ça fonctionne dans le monde entier. Ça fonctionne aussi bien que le récit, tout ce qui est autour, tout ce storytelling là, ces joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, qui font partie de l'élite du football maintenant. Première nation. Attendez, ça marche aussi bien que la pastilla. Non, pas dans les mêmes. Pas dans les mêmes. Oui, il a passé ça par tout seul. Le couscous parle de lui-même. Le caftan. Aussi. Tu me parlais de soft power. Regardez. On est dans les soft power. En fait, on peut pas. Et je vais vous parler je vais continuer à vous parler des soft power, mais parce que là, on parle du monde, du monde entier. Ça va jusqu'aux États-Unis, etc. Mais là, je vais vous poser la question sur l'Afrique, puisque on est entre nous sur cette canne. Donc voilà. Donc finissez. Oui, non, mais si tu ramènes ça à la pastilla ou au couscous, non, on est dans. J'ai pas dit le couscous. Le couscous, c'est un plat d'Afrique du Nord. Oui, d'accord. C'est un autre débat. On peut réserver une autre émission pour
de décodage pour le couscous. Non, sur le soft power du football, il y a une décision politique qui a été prise. Il y a des moyens qui étaient mis en conséquence. Donc, on savait que dans 10 ans, 20 ans, on voulait avoir créé une sorte de, je dirais, d'un contexte favorable pour avoir une certaine élite, pour briller à l'international. Oui. Les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Oui. Après, moi, j'ai une petite observation sur ce que tu dis, le récit, ou par rapport à ce que disait Hafid. Tout ce récit-là, mais il n'est pas structuré. Il est encore, pour moi, en tout cas à mon goût, encore dans la spontanéité. C'est-à-dire, Hakimi, il est dans son récit à lui seul, mais bien sûr qu'il se projette sur tout l'image. Mais on sent pas à l'intérieur qu'il y a sur, je dirais, ce récit-là, il y a quelque chose qui réunit tout ça et qui donne une certaine, je dirais, idée simple qu'on peut retenir. Chaque joueur, chaque star fait un petit peu son chemin, mais sans pour autant avoir derrière une idée principale, claire, qui engage tout le pays. Là, c'est une observation, maintenant, c'est ça à débattre. Vous voudriez qu'il parle, peut-être ? Non, pas qu'il parle, mais c'est-à-dire que moi, je me suis perdu entre le... Vous savez, quand je prends le Regragui, par exemple, le Regragui qui est quand même le sélectionneur national, dans ses conférences de presse, ce qu'il peut dégager dans son storytelling à lui, qu'on prend avec Hakimi, on est quand même dans le jour et la nuit. Donc évidemment, mais c'est pas le même... Non, mais je te dis, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas des éléments de langage qui se retrouvent souvent, alors que pourtant, sur le niveau politique, quand vous prenez un président de la fédération, il est dans son... À chaque fois, quand il a une prise de parole, il met les éléments clés. Pourquoi on fait ça, le pourquoi, ce qu'on a... Donc, vous voyez, parfois, il y a des décalages qu'il faudra peut-être revoir. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais on va dans la bonne direction, dans le bon sens. Non, mais... C'est-à-dire que effectivement, quand on écoute des présidents de clubs à un grand niveau africain et international, comme le WAC ou d'autres, oui, le Raja, bien sûr. Comme ça, je me fâche avec personne. Mais voilà quoi. Donc effectivement, là, il y a quelque chose, effectivement. Voilà. Mais alors, je ne sais pas ce qui manque, mais il faut travailler ça. Il faut travailler peut-être. Non, mais dans la durée, il faut gagner la CAN pour ça. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ce que non, mais c'est notre récit. Il faut du résultat. Voilà, du résultat. Mais les résultats parlent pour nous. Vous savez, je pense qu'il y a un avant et un après 2022, le mondial 2022. Il y a un avant et un après. Je pense que c'est là où les Marocains ont compris, je pense, le pourquoi de tout cela et vers quoi ça va nous mener. Quand on atteint la demi-finale d'un mondial, là, on commence, le citoyen lambda comprend de manière claire, simple, limpide, le pourquoi de cette politique publique et vers quoi ça va nous mener. Et quand on a le mondial, ça ouvre les champs. Donc, je pense que là, c'est là. Soft power, pour revenir, le pourquoi de ce soft power, parce qu'il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'on a besoin de tant d'infrastructures? Parce que la critique en face, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de tant d'infrastructures sportives et qu'est-ce qu'on va en faire après la CAN et d'ici le mondial? Comment c'est lié. Mais c'est lié. On parle des grands clubs, de la professionnalisation des clubs et peut-être des écoles de football et des choses comme ça. Donc, il faut continuer ça. Mais tout cela doit rejaillir sur le front, sur la scène nationale, quoi. Oui. Alors, hier, je vous dis, hier, je discutais avec quelqu'un de notre direction, que je salue d'ailleurs, qui écoute, et qui me disait, mais qu'est-ce qui va se passer si le Maroc ne fait rien pendant cette CAN? Et moi, je refuse de faire une émission. Cher ami là-haut, derrière le poste, je ne ferai pas d'émission des décodeurs pour enviser cette éventualité. Peut-être on le fera après. Bien sûr. Bon, ok, mais pas là, maintenant, après, cette semaine. Le trophée. Oui, après là, oui, voilà. On reste dans les soft power et l'influence, mais cette fois-ci sur le côté africain. Quel est le soft power utilisé en Afrique par le Maroc et quelle est, en fait, c'est une question qui en découle, l'image du Maroc chez nos voisins africains? Alors, je sais que nos voisins africains ne sont pas tous les mêmes. Subsahariens, il y a les anglophones, il y a l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc, Hafid. Pour l'image du Maroc au sein de l'Afrique, je vous parlais tout à l'heure du récit, c'est-à-dire être la première nation africaine à avoir franchi le seuil du second tour en Coupe du Monde, c'était en 86, c'était le Maroc. Je pense que parmi les premières participations après l'Égypte, c'est aussi le Maroc. Et bien sûr, il y a cette Coupe du Monde du Qatar en 2022, où on a été la première nation africaine à arriver en demi-finale. Donc là-dessus, par le football, le Maroc a longtemps brillé.
l'étoile africaine que l'Arabie Ben Bark, qui aussi a vu un certain grand nombre d'Africains s'identifier à lui dès les années 50-60 et puis plus tard toutes les stars du football qu'on a. On mentionne aussi parmi lesquels Badou Zaki par exemple, l'ancien sélectionneur, bien sûr. Mais qui a aussi porté haut l'image du royaume sur le continent. On se souvient des joueurs du début des années 2000, Chemar. Mais là, on reste dans le sport, mais je parlais d'autres soft power. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure des imams, de la formation des imams, par le rayonnement, par le malékisme. Il y a aussi l'économie. Oui, alors justement l'économie, parce que finalement, la Royal Air Maroc. Ces dernières années, ces 10 dernières années, on a vu que les banques marocaines sont arrivées dans pas mal de pays. Donc il y a eu comme ça, certains Africains subsahariens ont fait connaissance directement avec le Maroc, avec cette installation, cette reprise de filiales, de banques qui étaient à l'abandon, qui ont été y compris par les Français, donc et les Marocains sont arrivés derrière. Depuis 30 ans, depuis le milieu des années 90. Oui, tout à fait. Mais, il y a quelque chose d'important qui a porté le soft power marocain, c'est les multiples déplacements du chef de l'État. Oui, Sa Majesté. Ça, c'est plus une des... Très honnêtement, ayant été dans un pays africain, c'était le Rwanda, où Sa Majesté venait de se déplacer. C'est un déplacement qui vraiment mobilise. C'est-à-dire que vraiment tout le monde, je me souviens quand j'étais arrivé au Rwanda, tout le monde me parlait du déplacement de Sa Majesté. Mohamed VI, à l'époque, c'était en 2018. Donc, là-dessus, il y a eu tous ces déplacements du chef de l'État dans d'innombrables pays. Il y a eu 2 tournées ou 3, c'est ça, je pense. Plus, je pense 4 tournées, 5 tournées, avec plusieurs pays à chaque fois à la clé. Et ça a permis d'asseoir la réputation d'un pays crédible aux yeux des Africains. C'est la crédibilité du Maroc. C'est le leadership, la continuité du leadership. En Afrique, et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Également oui, effectivement, pas qu'en Afrique, mais on parle effectivement d'Afrique. L'image que renvoie le Maroc s'est considérablement améliorée, il faut le dire vraiment, depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI il y a 26 ans. Et à côté de cela, il y a eu effectivement la résilience du secteur bancaire qui a pu s'exporter. Il y a eu des sociétés comme la Royal Air Maroc qui a connecté Casablanca, qui a fait de Casablanca déjà un hub et qui a connecté Casablanca à un certain nombre de destinations en Afrique et qui a permis à ces destinations d'être connectés à d'autres, comme par exemple le Brésil, il y a un vol direct, beaucoup d'Africains se déplacent au Brésil à travers le Maroc, et d'autres pays comme les États-Unis, ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est ça les success stories. Et il y a eu Maroc Télécom aussi, au tournant des années 2000, au moment du développement d'Internet. Donc tous ces success stories ont donné au Maroc. Moi, la question que je me pose, et j'en profite de la présence de Hafid, c'est que ce réinvestissement du Maroc, de l'Afrique, parce qu'on parle d'un réinvestissement, à un moment donné, il y avait la politique de la chaise vide. En tout cas, l'Afrique, pour les raisons politiques, le dossier du Sahara, et je pense que soft power, on est pour beaucoup dans cette décision. Je pense que là aussi, parmi d'autres choses, il n'y a pas que soft power qui a permis d'avoir cette résolution-là, mais est-ce que le Maroc n'a pas été précurseur dans cette idée que ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et que le Maroc commençait déjà à Attention, c'est son sujet de prédilection. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je partage avec lui la réflexion. Est-ce que le Maroc était déjà dans une réflexion de ne plus se positionner comme Afrique, parce que souvent l'Afrique, avec tout ce qu'elle peut refléter comme image, comme préjugé, comme jugement de valeur de la part de le continent qui va mal, même s'il y a de la richesse, bref, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle plus d'Afrique, mais plus de Sud global, et dont le Maroc est devenu quand même un porte-drapeau, un je dirais... En tout cas, un élément. Un élément. Est-ce que le Maroc a intégré l'Afrique dans cette philosophie-là, ou pas, à ton avis, avec le recul qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu dérouler comme action, comme initiative? Mais non, l'Afrique, c'est toujours un agenda, l'Afrique. C'est quand même faire de ce continent un continent qui appartienne à sa propre population. Mais sa question est très bonne. Le Sud global, le Maroc s'est positionné en tant que porte d'entrée de l'Afrique. Donc, est-ce que, pour relier
c'est surtout par rapport aux pays les plus avancés, notamment notre premier marché qui est l'Union européenne, on a vendu le Maroc comme étant le meilleur moyen de pouvoir pénétrer le continent africain. Donc là c'est surtout ça la perspective que le Maroc a mis en avant. Écoutez, je vous propose de faire une petite pause info avec Mourad Baba. Nous, on va faire une petite pause fraîcheur et puis on se retrouve juste après. On va continuer d'ailleurs, on va continuer à parler de ce sujet un tout petit peu et après on passera à l'international. Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Avec Hafid Boutaleb et Mohamed Douyeb aujourd'hui. On parle encore un petit peu, puisque c'est jour J-5, quand le sport devient un enjeu stratégique, soft power et influence. J'avais une dernière question à vous poser. Pour préparer cette émission hier, j'ai lu beaucoup d'articles justement là-dessus, sur la CAN 2025, ce que représentait l'action du Maroc, aussi bien au niveau sportif qu'à tous les enjeux. Et alors, j'ai noté en fait 3 termes qui sont revenus à chaque fois. Les journalistes, on a l'impression qu'ils ont ces trucs-là punaisés sur leur bureau. C'est hub africain, c'est pays stable et puissance régionale. Bien sûr, c'est les éléments de langage, ce qu'on appelle les éléments de langage, n'est-ce pas, Hafid? Oui. Alors qu'est-ce qu'on est le plus en fait? Est-ce qu'on est un hub africain? Parce que là, ça devient une tarte à la crème, hein, le hub africain. On le prend à tous les niveaux, à tous les sujets. Hein. Est-ce qu'on est un pays stable, et c'est pour ça qu'on aime le Maroc, oui, ou est-ce qu'on est une puissance régionale? Et là, on pense à l'Afrique du Nord. Ouais. D'abord la stabilité, oui, et aussi puissance régionale dans la mesure où le Maroc œuvre pour rapprocher, notamment cette initiative du Maroc Atlantique, pour désenclaver 3 pays qui n'ont pas accès, on va en parler tout de suite, quand on va parler du Bénin, oui, qui n'ont pas facilement accès au port. Et donc c'est ça, c'est un pays qui essaye d'agir pour créer un espace de prospérité dans son environnement africain. Ok. Juste remarque rapide sur ce que tu disais. Ça dépend de ces termes, ça dépend dans quelle mesure on les exploite, parce que c'est vrai quand ça revient à chaque fois pour les bonnes et les mauvaises raisons, ça donne une idée. Mais si tu participes à un colloque ou à un événement, et là tu as toujours le hub africain. Oui, et moi j'ai envie de mettre des bips derrière, ou des buzzers. Exactement. Oui, non, exactement. Il y a ces termes-là qui reviennent dans chaque propos des conférenciers ou même dans des articles ou même dans des. Il faut quand même dire que parfois quand on en fait trop, ça n'atteint pas l'objectif. Mais pour être sérieux par rapport, la stabilité en premier lieu, mais le hub il est là. C'est aujourd'hui on peut pas, personne ne peut nier. À la limite, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de dire que le Maroc devient un hub pour un continent comme celui d'Afrique? Je pense que là pas besoin même pas de le dire. Puissance, oui, parce qu'aujourd'hui, on voit que les résultats sont là. Quand on dit puissance, c'est-à-dire que ce pays, qu'est-ce qu'il arrive à obtenir à travers le soft power, à travers d'autres aussi moyens, sur des sujets et des thèmes qui le concernent en premier lieu. Donc, je pense que là, pour revenir à notre sujet du soft power, tous ces éléments-là, le hub, la stabilité, le football, tous ces leviers de soft power, au-delà du foot, moi, à titre personnel, l'histoire du Kaftan, moi, je trouve qu'elle va, c'est-à-dire, c'est un nouveau cap sur lequel on va, et plus important encore, et souvent, on ne met pas en avant, on est toujours dans la surface. Oui, très bien, le Kaftan a été enregistré, il y avait une bataille, on va pas revenir sur le sujet. Mais derrière, quand on voit que le Maroc, quand même, commence à mettre le pied et entrer dans les institutions qui accordent, je dirais, les labels, si tu veux, de patrimoine immatériel, là, on est vraiment dans l'influence. C'est vraiment dans les institutions où les choses se décident. Non, mais la mode, ça fait partie des soft power justement, très importants. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dans le Kaftan, toujours parler de patrimoine, de valeurs, de tout ce qu'on veut. Bien sûr. Mais c'est aussi une forme de vêtement. C'est aussi quelque chose qui peut s'exporter partout dans le monde. Des Américains qui s'exportent, bien sûr. Mais cette reconnaissance-là peut aller plus loin, peut permettre d'aller plus loin aux États-Unis, partout. Quoi. Mais justement, ce que tu disais, maintenant, on a une reconnaissance très bien internationale. Qu'est-ce qu'on en fait après? Là, c'est la bonne question et la grande question, et c'est une politique publique, comment on exploite. Là, ce sera l'objet d'un autre décodeur. Ce serait très bien. Voilà. 9h13, les débats express.
Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Les débats express, et on va commencer avec l'Australie. Une fusillade meurtrière a fait au moins 15 morts et une quarantaine de blessés sur la plage de Bondi à Sydney, où des centaines de personnes célébraient la fête juive d'Hanouka dans un attentat qualifié de terroriste et antisémite par les autorités. Un passant, Ahmed Al-Ahmed, est devenu un héros national en désarmant l'un des tireurs, acte de bravoure largement salué. On en parlait tout à l'heure dans le journal des bonnes nouvelles avec Nada Alam. L'Australie est en deuil et débat déjà de renforcement des lois sur les armes, tandis que l'enquête se poursuit sur les motivations des assaillants. Hafid Boutaleb. C'est vrai que c'est un attentat quand même. Quand on voit les images, c'est des images choquantes, parce qu'il tire les participants à cette fête. Quand on voit les images, comme des lapins, comme on pourrait tirer des lapins dans un tir au pigeon ou des pigeons. C'est vraiment le même. Donc la vidéo choque profondément. Elle intervient dans un contexte dans lequel l'Australie s'est considérablement alignée sur la cause palestinienne. On rappelle que les victimes de cet attentat sont des juifs. Donc ces deux individus, malheureusement, qui sont des musulmans d'origine indienne, je pense, ont décidé d'aller assassiner des personnes innocentes en total mépris pour c'est la fête d'Hanouka. Voilà, en pleine Hanouka, qui est une célébration importante pour la confession. Il y a un contexte, il y a un timing, il y a tout un. Oui. Et surtout en ayant un total mépris quand même pour la position courageuse de Canberra sur l'affaire de Palestine. Alors justement, la question que je voulais poser, c'est pourquoi ça arrive ça en Australie ? Alors il faut rappeler que il y a un vrai problème d'immigration en Australie. L'Australie est un pays qui a longtemps promu ce qu'on appelle la politique de White Australia, c'est-à-dire la politique de l'Australie blanche, avec des immigrants uniquement en provenance d'Europe. Ils étaient même récalcitrants à ceux qui venaient d'Europe du Sud, comme les Espagnols et les Italiens. Ils préféraient les Écossais, les Gallois, les Anglais, la bonne vieille combinaison. Et effectivement, le virage vers l'ouverture. Donc, cette politique aujourd'hui elle suscite une grande honte de la part des dirigeants australiens qui ont très honte d'avoir eu, une génération près, avoir mis en place ce système quasiment d'apartheid, mais il n'y avait pas de population autochtone, mis à part les aborigènes qui sont très peu, donc il n'y a pas eu la même problématique qu'en Afrique du Sud, puisque c'est un pays qui était essentiellement d'origine européenne, la population était essentiellement aborigène avec énormément de problèmes d'ailleurs. Oui, mais c'est pas comme l'Afrique du Sud, puisque le schéma démographique, et surtout, c'est pas la même chose, 95% de la population était d'origine européenne. C'est une colonie tardive en plus. C'est 19e siècle, l'Australie, c'est très récent par rapport dans l'histoire longue. Et donc, quand ils ont voulu négocier le virage, ils ont ouvert, mais là, encore une fois, de manière excessive, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un grand nombre d'immigrants, notamment en provenance d'Inde, pour revenir à cette affaire, et ce qui a provoqué une montée aussi de l'extrême droite. Et on se souvient de cet Australien qui avait pris son fusil, Brenton Tarrant, si vous vous souvenez, Brenton Tarrant, et qui avait assassiné 54 musulmans à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, juste à côté. Donc il y a eu cette poussée de l'islamophobie en Australie, un racisme contre les Libanais, et donc même aussi contre la communauté israélite. Et puis, effectivement, les choses commençaient à se rééquilibrer tout doucement, et on a constaté cette position courageuse et l'évolution de la population australienne favorablement à l'idée d'un État palestinien, l'idée de l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens. Donc tout allait bien jusqu'à ce qu'arrive cet attentat. Mais vous en avez parlé, il y a eu cet immigrant syrien qui est venu pour démonter ce qui aurait pu être un attentat. Un carnage. Un carnage, et surtout ce qui aurait pu alimenter tout un discours d'islamophobie en Australie pour des années et des années. Bien sûr. Grâce à ce monsieur-là, d'abord, le nombre de morts a été considérablement limité. Ça aurait pu monter bien plus. On a parlé de Christchurch, il y a eu 54 morts. Là, ça s'est arrêté à 16. Et surtout, évidemment, il a montré qu'un musulman syrien, dont le nom est Ahmed Al-Ahmed, risque sa vie
pour sauver des concitoyens, lui, qui sont de confession juive. On voit bien qu'il se pose pas la question. Il y va. Oui, de manière la plus courageuse. Quand on voit la vidéo, c'est incroyable. Et puis regardez ce qui s'est passé sur le récit médiatique, parce que heureusement qu'on avait cette image, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Là, les faits sont tellement têtus, parce qu'aujourd'hui on parle des médias et comment ils abordent, comment déjà dès les premières secondes, on commence déjà à orienter directement l'attention, bien sûr, vers évidemment les musulmans. Ça n'a pas empêché les médias qui ont l'habitude de le faire, mais déjà sur les grands médias, mais c'est déjà sur les grands médias, déjà on a dit, attends, voilà, c'est un musulman, il est bien intégré dans la société australienne, voilà, je pense que là c'est un fait positif qu'il faudra relever. En tout cas, il a un beau cadeau d'1 million de dollars. Oui, c'est une belle histoire, quoi. Non, voilà, c'est une belle histoire et c'est une histoire tragique quand même. Malheureusement, ouais. On rajoute quelque chose ou on passe au Chili ? Juste, je voulais dire la position exécrable et horrible de Netanyahou qui se jette sur... Très heureux de cet attentat pour pouvoir... Et Ben Gvir qui dit que son ministre de la police, de l'intérieur, qui dit que seul Israël peut être le refuge pour les juifs du monde. Donc c'est vraiment tout un agenda derrière cette phrase. Moi, j'ai juste une petite réflexion par rapport à ce sujet-là pour ne pas rester dans ce que disait Hafid sur la diplomatie religieuse du Maroc. Et par rapport à cette question religieuse, comment le Maroc s'est positionné depuis longtemps sur cette question-là, sur le dialogue entre les religions et sur pas mal de sujets-là. Par exemple, demain, il y a un grand débat à l'Académie du Royaume où il y a un grand colloque sur la nouvelle chaire des cultures et des religions, sur le rapport religieux, et on va inviter plein de monde qui vient de tous qui soient chrétiens, juifs, des experts, des oulémas. Justement, et je pense que le Maroc, là, avec tout ce qui arrive en ce moment à Gaza ou d'autres, où la lecture du religieux ou du sacré devient motif pour aller sur certaines situations. Ça peut devenir un soft power important. Non, c'est du soft power, parce que c'est une nouvelle chaire. Non, mais je veux dire, ça existe, bien sûr, actuellement, et c'est très fort, et on pourrait citer d'autres choses, d'ailleurs. Mais ça peut s'amplifier, ça moi, j'espère, parce que c'est en parlant et en confrontant qu'on puisse avoir le dialogue, parce que aujourd'hui, le Maroc a une crédibilité là-dessus, c'est-à-dire que là, quand il invite, il est dans le dialogue, ce n'est pas pour imposer une certaine vision, mais on est dans le dialogue et on donne la parole. Je pense en termes sur la réputation du pays dans ce monde-là qui est en train de vaciller, là, c'est quand même quelque chose Il y a un lien entre nos débats, entre nos sujets, c'est quand même incroyable. On trouve toujours une connexion avec 9h20, on va au Chili maintenant. Le candidat d'extrême droite, José Antonio Kast. Alors moi, j'aime pas dire le candidat d'extrême droite parce que tout de suite, on va mettre... Non mais c'est vrai, c'est presque... Parce que pourquoi il n'y aurait pas un candidat d'extrême droite dans des élections c'est normal. au Chili ? C'est normal. A remporté la présidentielle chilienne avec une majorité nette, marquant le basculement politique le plus fort à droite depuis la fin de la dictature de Pinochet. C'est ça l'info quand même. Sa campagne a mis l'accent sur la sécurité, l'immigration, l'économie, séduisant une partie de l'électorat inquiète face à la criminalité et au pouvoir d'achat. Cette victoire relance le débat sur la mémoire de la dictature. Sujet intéressant, et les tensions entre aspiration démocratique contemporaine et héritage politique du passé. Bon, il est très catholique, il a 9 enfants. Et son père était dans la Wehrmacht. Officier de la Wehrmacht. Officier de la Wehrmacht, ce qui arrive au Chili. C'est-à-dire que... c'est très drôle. C'est vrai que c'est assez fréquent. Peut être drôle. Non, mais on sait que beaucoup d'officiers allemands, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont fui vers l'Amérique du Sud. J'ai regardé plusieurs épisodes d'une série documentaire qui est diffusée par National Geographic, qui s'appelle À la recherche d'Hitler, et ce sont des fous qui vont essayer de prouver que Hitler il est pas toujours vivant. Non, mais il est en tout cas, il est parti pour trouver cette race. Il est passé par le Chili, le Brésil, l'Argentine, évidemment, quoi. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de ces officiers se sont... Ah oui, complètement. Là, c'est documenté, là. Alors José Antonio Kast, pourquoi pourquoi cette mémoire de la dictature Pinochet ? Alors, ce qui est surprenant avec cette élection, c'est quand même le nombre d'électeurs. Il a explosé le compteur par rapport
à ce qu'avait eu Boric, son prédécesseur, qui est de gauche, qui était un leader étudiant. Et vraiment, pour avoir observé les élections au Chili depuis quelque temps, c'est toujours comme ça, le Chili, c'est on bascule vers la gauche parce qu'il y en a marre de la droite et des fachos, et puis il y en a marre des communistes, on repart vers la famille, la tradition. C'est comme ça. Parce que les communistes sont pas bons. Oui, je pense que c'est vrai que Gabriel Boric, voilà, le bilan est moyen parce que le bilan est moyen. Gabriel Boric, pourrait parler d'autres pays aussi. Il avait pu obtenir, oui, le Venezuela, catastrophe, désastre. Il a obtenu 4,5 millions de voix en 2021. Donc c'était le raz-de-marée de gauche en faveur de. Ce qui rappelons que le Chili, c'est quand même que 18 millions d'habitants, c'est pas non plus un pays forte population. Donc c'était à ce moment-là présenté par les médias comme le raz-de-marée de gauche et tout. 4,5 millions de voix. Antonio Cast obtient 7,5 millions, donc 3 millions de plus. C'est un record, un record pour quelqu'un qui est de deuxième génération chilien, puisque comme on le dit, son père et sa mère, même sa mère est une Allemande bavaroise. Et donc, il est en réalité allemand. Les infos de Hafid, il se documente. Personne n'en a parlé de ça. Oui. Donc, il est de papa et de maman allemand, donc il est très allemand. Ce qui est curieux, parce qu'on disait, c'est intéressant ce que tu disais, Franck, tu disais, oui, mais il peut y avoir un candidat d'extrême droite au Chili, mais il y a à peine 15 ans ou 10 ans même. On pouvait pas on n'imaginait pas l'extrême droite à l'extérieur de l'Europe occidentale. On voyait même pas d'extrême droite ailleurs. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a des candidats d'extrême droite partout dans le monde. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une crise de la démocratie, ce que appelle Achille Mbembe. J'ai lu une interview récemment qui est philosophe et penseur africain. Il pense, lui, en revanche, c'est pas vraiment une crise de la démocratie, c'est une crise du multipartisme. Et c'est la démocratie n'a jamais pu être atteinte. C'est un slogan, c'est une maxime, mais qu'en réalité, elle a été remplacée par un multipartisme. Et c'est ce multipartisme qui aujourd'hui atteint ses limites. Ses limites, voilà, exactement, ce qui pousse la population à toujours aller vers, quand l'affaiblissement des institutions pousse à l'idée du chef. Vous savez, donc on va se rallier à un chef. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que vend Antonio Cast. Et on sait qu'il n'est pas seul en Amérique latine. Il y a Javier Milei qui est son voisin, dont le bilan est considérable dans la lutte contre l'inflation. Il a pu restaurer la monnaie, le peso argentin. Il y a aussi Bolsonaro, dont la popularité aujourd'hui au Brésil existe. Il n'y a pas que Lula, même si Bolsonaro il a mal terminé. Il est accusé de coup d'État, il pourrait finir en prison, mais où il est en prison, je sais. Il est en prison. Oui, je pense. Mais il a une base populaire qui est véritable. Oui. Et donc voilà, là où on voit. Mais tout ça fait un peu le jeu de l'extrême droite mondiale, c'est-à-dire que en fait tout ça crée des modèles. Bien sûr, oui, c'est des modèles de réussite et je dirais de méditation. Comme quoi c'est possible, je pense. Alors, après, il y a une différence entre Meloni et Cast. Bon. Je sais pas, il faut. Non, je sais pas. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y en ait. Il y en a pas. Oui, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il parle aussi d'immigration illégale. Je sais pas s'il y a de l'immigration illégale au Chili. Comme quoi, ils viennent. Donc c'est un sujet. Il propose un nouveau sujet sur la table. C'est incroyable. Au Chili. Au Chili. C'est quand même. L'immigration allemande. Allez, on passe vite au Bénin. Au Bénin, plusieurs arrestations et mandats d'arrêt internationaux ont été émis après la tentative de putsch, donc début décembre, visant notamment des figures politiques de l'opposition. L'enquête explore désormais des liens possibles avec des mouvements extérieurs, renforçant les inquiétudes donc sur la stabilité politique. Et parmi les personnes visées, on a découvert cet influenceur panafricaniste, Kémy Séba, connu pour son activisme anti-occidental et présent pas qu'au Bénin, dans d'autres pays. Il est c'est un militant, quoi. C'est l'extrême droite africaine. On parlait d'extrême droite. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, les sujets sont interconnectés. Kémy Séba, c'est l'extrême droite africaine. C'est-à-dire quoi? Ça donne quoi l'extrême droite africaine? C'est la perspective afrocentriste. C'est-à-dire que c'est une relecture de l'histoire d'abord, qui passe par une accusation du récit colonial qui existant aujourd'hui, qui est assimilé à un récit colonial, pour justifier une domination, et
et qui ensuite finit par relire toute l'histoire avec une autre perspective pour justifier une autre domination. Donc voilà, c'est se rejeter un peu la patate chaude. C'est quand même un mouvement qui prend un peu d'ampleur quand même, hein. Notamment chez des jeunes intellectuels africains. Oui. Pourquoi ? Parce que la position déjà de ce racisme ambiant qu'on peut voir dans les médias occidentaux, la difficulté qu'a l'Afrique à pouvoir sortir de la pauvreté et de la misère, tout cela explique cette... Je suis devenu un sémaphore pendant votre discours. Je fais des gestes partout parce que c'est terminé, sinon on va être en retard. Faut y aller, mais on nous fait des gestes. Franchement, c'était super passionnant et on reviendra sur le Bénin et sur cette idée du panafricanisme. Et de l'afrocentrisme. Parce qu'il faut qu'on parle de ça. Merci messieurs, merci Hafid Boutaleb, merci Mohamed Douyeb. Merci à vous, bonne journée. Et à très bientôt, dans quelques minutes, les infos avec Karim Droné. Atlantique Matin,